Alors, ce que je vous propose, en attendant, je vais me présenter, ça les fera peut-être arriver, puis après on démarre. Donc déjà, bienvenue sur ce webinaire, donc sur le mode d'emploi d'un partenariat efficace. Un petit mot déjà peut-être sur le réseau Evaleo et sur moi-même. Donc je suis Sandrine Jareno-Blanc, la cofondatrice du réseau Evaleo. Donc, le réseau Evaleo est un réseau d'entraide et d'accompagnement pour les chefs d'entreprise. Donc, notre objectif est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise sur tout type d'activité en leur donnant la possibilité de faire partie d'une équipe dans laquelle ils vont pouvoir s'entraider, s'échanger les compétences, s'envoyer aussi des recommandations, mais aussi vraiment accéder à des services que le réseau va mettre à disposition de tous ses adhérents sur donc de la formation, de l'accompagnement, et on s'investit aussi beaucoup sur les causes humanitaires. Donc, notamment, le réseau Evaleo est en partenariat avec l'association Vision du Monde. Voilà, vous pouvez voir un petit roll-up derrière moi sur la sauce, et puis vous pourrez en savoir plus aussi sur le site. Et donc, on propose aussi, on a totalement intégré dans notre organisation, pour les chefs d'entreprise, la possibilité donc de s'investir à nos côtés pour soutenir ce projet humanitaire. C'est vraiment l'occasion pour les chefs d'entreprise de sortir un petit peu la tête du guidon du quotidien où on est investi dans notre activité et où on ne s'arrête jamais, où pendant un temps, on s'investit sur un projet. Ça permet aussi de bien se connaître entre les membres qui sont dans les équipes, pour bien comprendre les compétences et d'avancer tous ensemble sur un projet commun. À travers ça, ça permet aussi aux entreprises de pouvoir vraiment renforcer leur notoriété au niveau local et transmettre auprès de leurs clients et de leurs partenaires les valeurs qu'ils partagent avec le réseau Evaleo et pour le soutien donc, de l'association. Voilà pour le réseau Evaleo. On a décidé donc de faire ce webinaire vraiment sur le partenariat, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui démarrent ou même qui ont démarré leur activité depuis quelques temps et qui sont encore en train de la développer. On a remarqué que souvent, ils s'orientaient sur des stratégies, on va dire, digitales ou de la communication en tout type, vraiment pour obtenir des clients, mais qu'ils oubliaient parfois une stratégie qui est hyper efficace et qui est vraiment efficace sur du long terme, qui est tout simplement de mettre en place des partenariats avec d'autres professionnels. Voilà. Et là, c'est vraiment l'objet de ce webinaire. Il est très condensé, on va voir 12 étapes. Donc, moi, ce que je propose, on va démarrer tout de suite. Je vais partager mon écran. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez me les poser dans la zone de chat. Par moment, j'enlèverai le plein écran pour pouvoir vraiment répondre aux questions. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, vu qu'on a beaucoup de choses à voir, bonjour à Stéphane. Donc, vu qu'on a beaucoup de choses à voir donc sur ces étapes, voilà, on va essayer de faire tenir le timing sur 1 heure et quart. Et si toutefois ça dépasse, on pourra voir le reste des étapes sur un prochain webinaire. Voilà, sans plus attendre, je vous partage le PowerPoint. Hop. Voilà. Donc, mode d'emploi d'un partenariat efficace, comme je vous disais, on va voir aujourd'hui 12 étapes. Donc, la garantie, le partenariat, en fait, c'est vraiment la garantie d'une stratégie qui va être rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas y passer effectivement du temps au départ pour sélectionner le professionnel, pour vraiment avoir des partenaires qui peuvent avoir une même typologie de clients que nous, qui sont en phase avec nous, élaborer vraiment une stratégie, un moyen de mettre en place ce partenariat. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça finit par payer parce que c'est vraiment une solution pour avoir des clients, un apport régulier de clients et de prospects, et souvent des clients qualifiés, voilà, et qui sont en confiance parce qu'ils sont justement emmenés à nous contacter grâce à une mise en relation avec un partenaire. Ah, alors, je crois que vous voyez mon double écran, donc je vais un petit instant voir les paramètres d'affichage. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Voilà.
Donc, le prix à payer simplement de la mise en place d'un partenariat, ça sera vraiment au niveau du temps passé. Cela dit, à tout moment, quand vous essayez de trouver des clients, peu importe la stratégie que vous adoptez, que ce soit sur de la communication, du marketing, sur une stratégie plutôt digitale, les réseaux sociaux, peu importe la stratégie que vous adoptez, la question à vous poser, c'est que de toute façon, combien vous coûte l'acquisition d'un client en temps mais aussi en argent, hein, parce que de toute façon, soit vous faites appel à un professionnel à qui vous déléguez la stratégie pour obtenir des prospects, soit vous le faites vous-même, et dans ces cas-là, ça va prendre de toute façon énormément de temps. Donc là, vraiment, la question à se poser, c'est oui, je vais passer du temps pour mettre en place des partenariats au départ avec des professionnels, mais quelque part, combien de temps je vais gagner sur finalement des actions que j'aurais pas à mettre en place à côté de ça pour trouver d'autres clients et sur l'argent que j'aurais pas forcément à investir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tous nos œufs dans le même panier. L'objectif, c'est vraiment de trouver un équilibre. Oui, il faut des partenariats dans sa stratégie parce que c'est vraiment efficace, mais il ne faut pas non plus lésiner sur d'autres moyens, d'autres vecteurs qui pourront aussi vous envoyer des prospects. Donc, les 12 étapes. Je vous disais, c'est assez conséquent. Il y a 12 étapes voilà, où vraiment on va pas pouvoir rentrer dans les détails véritablement des 12 étapes, mais vraiment, ça va vous donner la possibilité de voir la chronologie pour la mise en place d'un partenariat qui pourrait être efficace sur du long terme. Donc, l'étape 1, c'est déjà de définir l'objectif du partenariat, hein. Donc, l'objectif, il est vaste. En fait, on peut avoir un objectif pour avoir plus de visibilité, trouver plus de clients, avoir des clients plus qualifiés, gérer des revenus supplémentaires. Bref, c'est vraiment le partenariat, on peut le mettre en place pour plein de raisons et pour plein d'objectifs différents. Ce qui est intéressant aujourd'hui, vraiment, l'objectif pour nous, c'était de faire un zoom sur celui qui va vous rapporter plus de clients. Alors, vous me direz, de toute façon, plus de visibilité, c'est aussi pour avoir plus de clients. Faire offrir des cadeaux gratuits à vos clients, mais là, ça va être plutôt pour les fidéliser. Là, nous, vraiment, on va s'orienter sur le partenariat d'apporteur d'affaires. Celui qui va vraiment pouvoir vous rapporter des clients dans un délai raisonnable, puisque si on compte voilà, le temps de la mise en place du partenariat, c'est assez varié, ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois, parfois c'est un petit peu plus long, mais derrière, ça vous garantit un apport quand même régulier de prospects et donc de clients. Donc déjà, la première question à se poser avant d'identifier le partenaire idéal, c'est qui sont vos clients? Puisque l'objectif, ça va être d'arriver à trouver un professionnel qui ne sera pas tout à fait dans la même activité que vous, puisque vous n'allez pas aller voir vos concurrents, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller toucher des professionnels qui vont pouvoir drainer la même cible de clients que vous pour que justement vous puissiez profiter de cet apport de clients, de leur portefeuille client. Donc déjà, il faut avant ça, bien sûr, en général, vous connaissez tous votre cible, identifier qui sont vos clients, particuliers ou professionnels, mais il faut aller un petit peu plus loin. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut connaître précisément votre cible, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, dans quelle situation se trouvent-ils lorsque vous répondez à leurs demandes? Et aussi, comment vous les trouvez? La liste est longue, mais l'objectif, c'est vraiment de précisément d'établir le profil de votre cible pour comprendre cette cible-là, quels sont les professionnels qui vont pouvoir aussi travailler avec elle et donc quels sont les prescripteurs potentiels que vous allez pouvoir avoir à travers ces partenariats. L'étape 2, faire l'état de ce que vous pouvez offrir en échange, parce qu'on parle de partenariat gagnant-gagnant. Donc, en fait, l'idée, c'est oui, vous allez profiter d'un partenariat à travers lequel vous allez pouvoir avoir des clients, mais en échange, votre partenaire, il faut qu'il ait un intérêt à avoir un partenariat avec vous. Donc, l'intérêt peut être sur divers domaines. Déjà, il faut voir, vous, quelles sont vos ressources. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à votre partenaire en échange de cet apport de clients qu'il va vous fournir. Donc, vos compétences, votre visibilité, votre réseau, des locaux, du matériel, vos clients, parce que vous pouvez aussi, en général, avoir un échange dans le sens inverse, c'est-à-dire que votre partenaire vous apporte des clients, vous pouvez aussi en apporter. Donc, si c'est ça, c'est parfait. C'est vraiment le partenariat qui fonctionne le mieux. Mais ça peut être aussi un échange sur vos compétences, de la formation. On va le voir justement à travers des exemples. Donc là, par exemple, sur des partenaires qui peuvent échanger vraiment la même cible de clientèle, on va avoir souvent des partenariats entre les restos et les cinémas.
Donc, le plus connu, je vous ai mis l'exemple de McDo, où on va au McDo et puis on achète, on a sa place de ciné dans son menu. Donc, il y a un intérêt double, hein, forcément. Donc, les clients de McDo, bah, ils achètent un menu McDo, ils vont au ciné. Les clients, bah, au bout d'un moment, communiquent sur ce partenariat. Donc, les clients qui vont au ciné, ils savent que s'ils vont au McDo juste avant, ils vont pouvoir avoir leur place moins chère. Donc là, c'est vraiment un échange, du coup, gagnant-gagnant au niveau d'un apport de clients. Je vous ai mis un autre petit exemple aussi, voilà, à moins grande échelle, d'un restaurateur d'une petite commune qui a mis en place aussi un partenariat avec le cinéma. Et donc là, le deal, c'est une remise. Voilà, les clients qui vont dans le ciné, dans le manger au resto, ils ont une remise en fait sur leur place de ciné. Ils ont des places de ciné un petit peu moins chères et inversement. Voilà. Donc en fait, voilà vraiment typiquement le genre de partenariat qui fonctionne très facilement et qui se met en place pour le coup aussi très facilement. L'étape 3, une fois qu'on a identifié, alors il y a plusieurs cibles de partenaires. Sur une cible de clientèle, on va avoir plusieurs typologies d'entreprises qui vont pouvoir être à même justement de pouvoir drainer cette cible. Donc l'idée, c'est vraiment de voir assez large et de sélectionner plusieurs activités, plusieurs domaines professionnels où vous allez pouvoir vraiment profiter de cet apport de clients. Donc l'idée, c'est de dresser le portrait du partenaire idéal. Donc la première question donc à se poser, c'est du coup effectivement, qui sont les professionnels qui ont le même profil de client que vous, le profil qu'on vient d'évoquer, et qui vont avec lesquels vous allez vraiment pouvoir mettre en place ce partenariat. Donc des clients avec un besoin complémentaire à celui de vos clients. Donc, l'objectif, c'est que vous n'allez pas forcément avoir des partenaires qui auront le même profil de client que vous et avec un besoin au même moment, hein. Vous allez avoir parfois des besoins qui vont être complémentaires. Donc là, par exemple, les clients qui vont au ciné, ils ont un besoin complémentaire qui va être justement de pouvoir passer un bon moment et combler le reste de la soirée en faisant une activité. Là, on va parler vraiment d'un besoin qui va être complémentaire, même si ce n'est pas vraiment un besoin, mais on va dire que c'est le besoin de se divertir. Mais vous allez pouvoir aussi mettre des partenariats avec des professionnels qui ont des clients qui ont un besoin qui vient en amont du besoin de vos clients. Hein. Le client, par exemple, on va voir des exemples un petit peu plus loin, mais le client, par exemple, qui a des problèmes avec sa voiture, qui doit faire réparer sa voiture, il va au garage. Le garagiste lui dit, bon, ben là, vous avez une réparation qui va vous coûter 2000 euros. Bien souvent, ça peut être l'élément déclencheur qui pousse le client à se dire, bon, ça vaut pas le coup, je vais la vendre en l'état et puis je vais acheter une voiture. Et là, le partenaire qui pourra être intéressant entre le garagiste et pour le garagiste, ça va être de pouvoir avoir une concession peut-être à côté et de dire à son client, mais écoutez, si vous voulez acheter une voiture, moi je connais, j'ai un partenaire de confiance chez qui vous pouvez aller, vous pourrez bénéficier d'une offre grâce à notre partenariat. Et donc forcément, les clients vont être envoyés. Donc le besoin en amont, c'est je dois faire réparer ma voiture. Et puis tout de suite après, ça ramène, finalement, j'achète un nouveau véhicule. Et à l'inverse, le garagiste, lui, pourra profiter peut-être de véhicules à réparer, d'un échange voilà, de clientèle. Après, c'est très personnel. L'échange, il faut vraiment faire le point sur ce que vous pouvez apporter de qualitatif à votre partenaire. Voilà. Et là, il ne faut pas trop se fier à des exemples, il faut vraiment voir sur quoi vous êtes performant, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre et quels sont les besoins vraiment du partenaire avec lequel vous allez mettre en place le partenariat. Voilà, on verra un petit peu plus loin. Et à l'inverse, ça peut être aussi des clients qui ont un besoin qui arrive en aval de celui de vos clients. Donc là, à l'inverse, c'est vous qui allez pouvoir être apporteur d'affaires pour un partenaire. Et en échange, c'est vous qui allez pouvoir profiter d'un service que le partenaire va pouvoir faire pour vous. Et ça pourra être de la visibilité, de la formation, un cadeau à offrir à vos clients. C'est très varié. Donc des exemples justement sur des partenaires qui vont pouvoir profiter d'un échange de clients, ça va être l'agent immobilier avec l'artisan du bâtiment. Donc l'agent immobilier, lui, il va avoir une clientèle de particuliers qui veulent vendre ou acheter un logement, acheter un bien. Et donc souvent, ces particuliers-là, lorsqu'ils vendent ou lorsqu'ils achètent,
il y a des travaux à effectuer dans le bien. Donc, lorsqu'on vend, en général, on fait des petits travaux pour améliorer son logement avant de le vendre. Et lorsqu'on achète, c'est souvent une fois sur trois, on a quand même, voire même deux fois sur trois, on a des travaux à effectuer dans le logement pour mettre à son goût, au goût du jour. Donc là, un partenariat très efficace entre ces deux acteurs-là, ça va être vraiment le partenariat entre le professionnel du bâtiment qui va pouvoir profiter d'un apport de clients de l'agent immobilier. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant dans ce genre de partenariat-là, c'est que le professionnel du bâtiment, il va aussi intervenir chez des clients particuliers sans avoir été mis en relation par l'agent immobilier. Et lorsqu'il va intervenir, lui aussi il va pouvoir être apporteur d'affaires pour l'agent immobilier. Parce que lorsqu'il va intervenir pour faire des travaux dans un bien qui va être destiné à être revendu, il peut aussi mettre en relation l'agent immobilier avec le particulier. Donc ça, c'est intéressant. L'autre contrepartie, ça peut être aussi pour l'agent immobilier de pouvoir profiter d'une formation de la part du professionnel du BTP, puisque l'agent immobilier, quand il va être confronté à la prise d'un mandat, lorsqu'il y a des travaux, une partie de son métier va être de dire, bah, écoutez, il y a peut-être 20 000 euros de travaux, 10 000 euros de travaux, par rapport à l'estimation de votre bien, j'estime ce bien à tel tarif, tel avis de valeur, puisque j'ai pris en compte quand même qu'il va y avoir des travaux à effectuer dans votre bien. Et là, c'est important pour l'agent immobilier de pouvoir compter sur un artisan réactif, de confiance, qui va pouvoir faire rapidement une évaluation, un devis des travaux qui seront à réaliser pour que l'agent immobilier puisse faire un avis de valeur au plus juste. Même chose sur le côté partie acquéreur. Un agent immobilier fait visiter une maison, l'acquéreur est intéressé, il veut faire une offre. Même chose, bien souvent, il faut avoir un artisan à proximité, réactif, qui puisse venir faire un devis pour que l'acquéreur puisse faire son, son offre de prix au tarif en vigueur. Voilà. Donc là, c'est important parce qu'on a vraiment un bel échange au niveau des apports de clients. Et puis, on peut aller aussi au-delà avec voilà, de la réactivité, de la formation sur, sur ce que l'artisan va pouvoir apporter à l'agence. Autre exemple, un traiteur avec une boutique de robes de mariée. Là, on a vraiment un besoin complémentaire. Un couple qui se marie, une femme qui va chercher sa robe de mariée, forcément, elle a son mariage à organiser, elle aura un traiteur à trouver, une salle, donc j'ai mis entre un traiteur et une boutique, mais ça pourrait être entre un traiteur aussi et une salle de mariage à proximité. Donc là, vraiment, il y aura un intérêt commun et la même chose, il va y avoir vraiment un échange au niveau de l'apport de clients intéressant d'un côté comme de l'autre. Ça paraît évident, ces genres de partenariats, on se dit, bah oui, c'est une évidence, mais finalement, ça ne l'est pas tellement, parce que je suis sûre que si on fait le tour des traiteurs et des boutiques de robes de mariée, je pense qu'il n'y a pas tellement de partenariats que ça qui ont été mis en place, alors que ça peut tout à fait marcher. Et là, la contrepartie, en général, c'est plutôt une remise commerciale. Hein, donc là, oui, on a envie d'apporter du conseil et des informations à nos clients, que ce soit pour un traiteur comme pour une boutique de robes de mariée. Mais là, en règle générale, le deal, c'est plutôt une remise. C'est la cliente de la boutique de robes de mariée, elle est envoyée chez le traiteur et puis elle bénéficiera d'une remise et inversement, et tout le monde est content. Autre exemple, là par contre avec une contrepartie plus financière, c'est le groupe Éric May avec le réseau Pepper-Nest. Voilà. Donc là par exemple, le groupe Éric May, donc c'est un réseau immobilier avec des agences et des agents indépendants, donc c'est un réseau national. Et Pepper-Nest, c'est une start-up qui a vraiment bien évolué en très très peu de temps et qui s'occupe en fait de se charger de faire le transfert de contrat lorsqu'un particulier déménage. Donc là, ça va intéresser pour les agences immobilières qui font de la location, donc qui sont en contact avec des particuliers qui vont louer un logement. Et Pepper-Nest, vraiment ce réseau-là, va récupérer les prospects, donc les clients des agences qui s'occupent de faire des contrats de location et qui vont les proposer leurs services au client qui va déménager pour l'occuper, pour lui trouver, faire les transferts de contrats, de l'eau, de l'électricité, trouver un partenaire pour le déménagement. Et là, en général, la contrepartie, elle est plutôt financière, c'est-à-dire que dès le moment où le client de l'agence immobilière signe avec Pepper-Nest, il y a une petite contrepartie, il y a une reversion, un apport en commission sur le contrat signé. Voilà. Donc, ça permet aux agents immobiliers qui font de la location d'avoir un petit revenu complémentaire et ça permet surtout à Pepper-Nest, avec tous les partenariats qu'ils ont mis en place,
parce que c'est vraiment leur stratégie principale d'avoir un gros apport de clients sans forcément faire énormément de publicité, qui leur coûterait très cher sur ce domaine-là, sur le web. Donc là, il y a vraiment un intérêt dans les 2 cas aussi. Étape 4, comment trouver les entreprises? Bon, maintenant qu'on les a identifiées, qu'on a notre petite liste, d'entreprises potentielles qui ont le même profil que nous, de clients, l'idée, c'est d'arriver à les trouver. Donc là, on va constituer un fichier de prospection et comment? On va aller tout simplement sur, il y a diverses sources pour trouver des entreprises. Il y a les pages jaunes. Donc les pages jaunes ont sorti une nouvelle plateforme. Je vous enverrai le lien lorsque je vous enverrai le mail avec le replay, je vous enverrai le lien, donc tous ces liens dont je vous parle. Donc les pages jaunes qui a mis en place une plateforme, donc pagepro.com, qui est très bien, où on peut trouver par ville, par typologie d'activité, les professionnels d'un secteur. Donc c'est intéressant et c'est gratuit surtout. Les annuaires professionnels dédiés à des secteurs d'activité. Alors là, par exemple, si vous avez identifié que les diagnostiqueurs immobiliers, puisqu'on parle d'immobilier, donc on va aller dans l'exemple jusqu'au bout, vous avez souvent des annuaires professionnels qui vont aller référencer des professionnels d'une même activité. Quand vous recherchez par exemple un diagnostiqueur, vous êtes un particulier, vous tapez diagnostic, DPE, peu importe, enfin, DPE, amiante, gaz, etc. Vous allez arriver sur, souvent en première page, vraiment des annuaires qui vont aller drainer tous les diagnostiqueurs du secteur. Donc là, c'est intéressant parce que en fonction de l'activité, si vous arrivez sur un annuaire, ben, vous allez pouvoir directement avoir accès à une bonne liste de professionnels qui vont être sur ce secteur-là d'activité. Donc, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Vous pouvez tout simplement aller sur Google en saisissant dans la barre de recherche l'activité que vous recherchez et la ville. Donc là, en l'occurrence, par exemple, un plombier à Nantes. Donc là, la même chose, hein, vous allez avoir vraiment un sacré nombre de professionnels qui vont apparaître, mais pas tous. La liste ne sera pas exhaustive. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui vont apparaître dans cette liste, c'est ceux qui auront investi sur de la publicité, donc soit sur de l'AdWords, soit sur du référencement naturel, ou même sur des annuaires professionnels, c'est payant aussi pour le professionnel qui veut apparaître. Donc, en général, ce sont des entreprises qui vont avoir quand même un portefeuille de clients plus étoffé que le professionnel qui sera ni sur Google parce qu'il ne sera pas référencé, ni sur des annuaires professionnels. Ça va vous permettre justement de mettre en place une priorité dans les professionnels que vous allez pouvoir appeler. Mais vous n'aurez pas forcément une liste exhaustive. La liste exhaustive, vous l'aurez beaucoup plus sur les pages jaunes. Donc après, il faudra certainement recouper. Et si vous voulez vraiment une liste exhaustive à 100%, là, il faut aller sur l'annuaire de la CCI. Donc là, vous avez le lien ici. Par contre, là, donc, il y a un découpage que vous pouvez faire par ville et par activité. Donc, c'est très simple. Mais là, par contre, c'est payant. Donc, en fonction de votre secteur et du nombre de professionnels dans l'activité que vous recherchez, ça peut prendre, voilà, le budget peut être un petit peu conséquent. Donc, et en fonction aussi des coordonnées que vous voulez récupérer. Voilà. Donc là, ça va vraiment dépendre après du secteur recherché. Mais déjà, avec les pages jaunes, les annuaires professionnels et Google, ça vous permet déjà d'avoir pas mal de professionnels. Petite astuce, vous pouvez vous mettre aussi dans la peau des clients de ces entreprises et taper plusieurs requêtes. Je vous disais tout à l'heure, une entreprise qui va être bien référencée sur Google, pour la trouver, il faut se mettre dans la peau du client. Parce que quand on investit dans de l'AdWords ou quand on investit dans du référencement naturel, on investit sur quoi? Des mots-clés. L'objectif, c'est de comprendre les requêtes que vont taper un client qui a ce besoin-là, qui va aller sur Internet. Donc, par exemple, moi, je recherche, je veux acheter un appartement sur Avignon. Je vais aller sur le site, je vais aller sur Google, je vais mettre achat appartement Avignon. Et là, je vais avoir toute une liste d'agences qui va ressortir, qui va être référencée. Et il y a de fortes chances, donc, comme je vous disais tout à l'heure, que ces agences-là aient investi pour pouvoir apparaître en première page de Google. Donc là, c'est vraiment important de taper cette requête-là pour pouvoir justement voir, identifier, prioriser les entreprises qui sont bien référencées et les contacter en priorité. L'autre astuce, c'est penser à utiliser votre réseau. Imaginons, vous recherchez donc des développeurs ou un webmaster ou un graphiste. Imaginons, on part sur un graphiste. Dans votre entourage, dans votre réseau personnel ou professionnel, il est fort possible que vous ayez
des personnes que vous connaissez, donc des partenaires, des amis qui connaissent eux-mêmes des graphistes. L'intérêt de faire fonctionner son réseau, c'est d'avoir une recommandation. C'est beaucoup plus facile d'aller voir un professionnel en lui disant: «Beh, j'ai eu vos coordonnées par telle personne, il m'a dit du bien de vous, vous étiez professionnel» et cetera. C'est beaucoup plus facile d'entrer, d'avoir cette approche-là, que forcément de contacter un professionnel que vous ne connaissez pas. L'autre intérêt de faire fonctionner votre réseau, ça va être, que si vous faites fonctionner votre réseau auprès de personnels que vous connaissez suffisamment bien, des amis ou des partenaires de confiance, l'intérêt, c'est que si ce sont vos amis et si ce sont vos partenaires, c'est probablement que vous vous entendez bien avec ces personnes-là déjà et que vous êtes en phase avec eux, au niveau des valeurs, au niveau de votre vision, au niveau de l'état d'esprit. Et ça veut dire que donc si vous avez des recommandations où ces professionnels-là ou ces amis vous donnent des partenaires avec qui eux-mêmes aussi s'entendent bien, il y a de fortes chances pour que ça matche bien. Il y a de fortes chances pour que du coup, la mise en relation soit efficace parce que vous allez avoir des recommandations de partenaires avec lesquels tout de suite, vous allez bien vous sentir et tout de suite, vous allez avoir des points communs au niveau de la vision d'entreprise et des valeurs. Et donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Les informations à récupérer. Dans tous les cas, ça va être, le nom de l'entreprise au minimum parce que derrière, il va falloir après la contacter, donc forcément, ça paraît évident. Le lieu, vérifier bien sûr que le secteur correspond, si toutefois il y a un secteur, parce que parfois ça peut être un partenariat mis en place avec, 2 acteurs qui seront à l'opposé au niveau de la France et puis parfois ça pose pas de problème. L'email, bien qu'on évitera de contacter par email au départ, mais ça peut être intéressant quand même de l'avoir et le téléphone. Donc là, comment retrouver ces informations-là? En recoupant plusieurs sources si besoin. Peut-être que sur les pages jaunes, vous aurez le nom, le lieu, le téléphone, mais pas l'email. Donc si vous en avez besoin, il faudra recouper en recherchant sur diverses sources et notamment sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Voilà, une fois que vous avez le nom, vous avez quand même la possibilité, et le lieu, vous avez quand même la possibilité d'aller chercher sur d'autres sources pour récupérer le reste des informations. Donc une fois qu'on les a trouvées, il va falloir les sélectionner parce que si vous avez une liste, de 200 professionnels qui sont sur votre secteur, qui ont la même cible de clients telle que vous, il va falloir quand même mettre en place une priorité parce que vous ne pourrez pas non plus passer toutes vos journées, à mettre en place ces partenariats-là. Vous avez votre activité à faire tourner. Donc l'objectif, c'est déjà de sélectionner ces entreprises-là, d'aller donc rechercher des informations sur ces entreprises, sur les sites, sur les réseaux sociaux. Et là, je vous ai mis le top 5 des médias sociaux les plus utilisés en B2B d'un article récent donc, d'une agence marketing. Et là, bon, on a bien sûr LinkedIn qui arrive en première partie, en tête, hein, de loin avec 97%. Mais vous pourrez aussi trouver des informations sur Twitter, Facebook, YouTube avec les vidéos et Instagram. Donc voilà tous les réseaux sur lesquels vous allez pouvoir trouver des informations sur les entreprises que vous avez dans votre listing. Puisque l'idée, c'est quand même de mettre en place une chronologie et de contacter en priorité les professionnels avec lesquels vous allez, pouvoir vous sentir, plus en phase tout de suite. Donc bien sûr, LinkedIn, voilà, 80 des leads B2B générés sur les réseaux sociaux proviennent de LinkedIn. Je vous conseille vivement, voilà, si vous recherchez des partenaires, donc en B2B, bien évidemment, à être présent sur ce réseau-là. Donc le but, ça va être confirmer déjà que l'entreprise sur votre listing votre listing d'entreprise, déjà de confirmer que l'entreprise, elle est bien en mesure de répondre à vos besoins, qu'elle draine bien la bonne cible de clients, des clients qualifiés pour vous et identifier rapidement les valeurs de l'entreprise, son fonctionnement, son approche, rapidement. L'idée, c'est de passer 5-10 minutes par entreprise à faire cette recherche-là. Faites-en un petit peu tous les jours ou voilà, bloquez-vous quelques heures par semaine, pour vraiment aller identifier ces entreprises-là. D'une part, ça va vous permettre de vérifier si l'entreprise vous correspond par rapport aux valeurs de votre entreprise, à votre façon de fonctionner et d'autre part, ça va surtout vous donner des informations pour avoir une approche personnalisée. Parce que si lorsque vous allez rentrer en contact avec ces entreprises-là, il va falloir quand même avoir une approche où vous allez devoir démontrer que vous les appelez pour une raison précise, parce que leur fonctionnement vous a interpellé, ou la façon dont ils travaillent avec leurs clients, ou l'article qu'ils ont publié sur tel réseau, ou une vidéo qu'ils ont diffusée. Il faut avoir une approche personnalisée, c'est toujours mieux, ça permet d'avoir une accroche avec son interlocuteur.
Donc, une fois que vous avez les éléments et que vous avez vraiment votre liste de professionnels à contacter, alors moi, je vous conseille vraiment d'en faire un petit peu tous les jours et de faire une petite liste de 5. Voilà, vous avez votre listing de prospection avec peut-être 200 prescripteurs potentiels à l'intérieur. Vous en faites un peu tous les jours et vous appelez au fur et à mesure. Plutôt que de vous faire un énorme listing où vous notez tout et puis après, le temps de les appeler, vous n'allez plus vous en souvenir, faites-en un petit peu, vous en faites 5, vous faites une recherche sur les 5 et vous les contactez. Et petit à petit, vous avancez comme ça. Donc, comment les contacter? Certainement pas par email, hein. C'est vraiment, il faut pas du tout envisager ça comme ça. Il faut vraiment les contacter, idéalement sur les réseaux sociaux. C'est ce qui marche le mieux. Après, chacun a sa stratégie, ses propres habitudes, hein, de fonctionnement. Donc après, à vous d'utiliser ce qui fonctionne bien pour vous. Mais nous, si on a un conseil à vous donner, ça va être vraiment de les contacter sur les réseaux sociaux et donc notamment sur LinkedIn. Aussi, et on le verra tout à l'heure, parce que vous allez pouvoir identifier facilement qui est le décisionnaire de l'entreprise. Donc, on conseille au départ d'avoir une approche plutôt classique sur les réseaux sociaux, donc 2 solutions. Soit vous rédigez donc un message personnalisé. Donc là, vraiment, vous envoyez un petit message sur LinkedIn en disant: «Mais j'ai repéré votre entreprise, j'ai vu que vous aviez mis tel article» ou «Je vois que vous avez telle cible de clients, il pourrait être intéressant de se contacter, d'échanger sur notre activité, pourquoi pas mettre en place un partenariat?» Plein d'interrogations. Puis voilà, c'est une première prise de contact, c'est vraiment engendrer l'envie pour le partenaire de vous répondre et de pouvoir avoir un petit échange téléphonique avec vous. L'autre tactique qui fonctionne très bien aussi et qui est nouvelle, c'est un message vocal. Donc là, vraiment, c'est la partie LinkedIn. Elle n'ajoute pas comment contacter un partenaire potentiel sur LinkedIn. Vous pouvez laisser un petit message vocal. De la même manière, ce sera à peu près le même message. Vous introduisez une personnalisation par rapport au partenaire que vous contactez sur ce que vous aurez trouvé donc dans votre recherche, dans votre veille sur cette entreprise. Et de la même manière, vous proposez au partenaire un rendez-vous téléphonique. Donc, ce message vocal, vous pouvez le laisser uniquement de votre smartphone. Voilà, vous ne pouvez pas le laisser sur LinkedIn. Sur votre smartphone, vous, au lieu de laisser un message, vous laissez un petit message vocal. Et puis après, vous notez sur votre fichier que vous avez laissé un message vocal. Donc ça peut être aussi intéressant. L'objectif du message vocal, c'est pas d'expliquer, faire des longues phrases sur qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter, et cetera. Il ne faut pas griller d'étapes. L'objectif, c'est vraiment un rendez-vous téléphonique. Lorsque vous avez le partenaire potentiel au téléphone, même chose, c'est vraiment une petite découverte de l'activité, du professionnel, poser quelques questions sur son fonctionnement, mais expliquer aussi qui vous êtes et pourquoi, il y a cette prise de contact. Mais n'allez pas trop loin. L'objectif de cet échange téléphonique, il ne faut pas qu'il soit trop long, il faut qu'il dure une petite demi-heure et vraiment il faut voilà, avoir, suffisamment d'indices pour voir si ça peut coller et si vous pouvez aller plus loin. Mais l'objectif, ça va être vraiment de fixer un rendez-vous en présentiel ou en visio. Voilà, c'est là que tout va se jouer, c'est là que vous allez vraiment derrière pouvoir faire une découverte, approfondie de votre partenaire. Donc, lors de cet échange téléphonique, tout simplement, vous allez expliquer l'objet de votre prise de contact. C'est un premier contact suite à notre échange sur LinkedIn, etc. Posez donc des questions sur le fonctionnement général, expliquez votre activité. Et quand même, il ne faudra pas oublier d'éveiller l'intérêt pour cette entreprise d'un éventuel partenariat. Vous ne rentrez pas dans les détails, mais l'idée, c'est qu'à la fin de la conversation, l'entreprise, elle ait compris qu'elle a vraiment un intérêt pour elle à peut-être mettre en place un partenariat avec vous. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas encore les petites lignes, mais lui donner envie d'aller plus loin et d'accepter un rendez-vous. C'est ça votre objectif sur ce premier échange. Le rendez-vous. Donc là, on parle d'un rendez-vous, soit en présentiel, si vous êtes à proximité, soit on va parler d'un rendez-vous en visio, hein, en fonction, hein, des fois, il n'y a pas le choix, et puis surtout avec la situation dans laquelle on est actuellement. Donc le rendez-vous, là, on part sur un rendez-vous qui va durer au moins 1 heure et demie. Donc déjà, il faut le prévoir, ça se cadre, ça aussi. Là, on est plus sur une relation commerciale que je suis en train de nous expliquer, mais ça fait partie de la mise en place d'un partenariat efficace. Donc une découverte, vous allez préparer vos questions, vous allez pouvoir vraiment découvrir un maximum d'informations sur le partenaire et son fonctionnement, surtout ses besoins, hein. Ça, c'est important et ce qu'il va pouvoir vous apporter. Checker qu'il sera en mesure de vous apporter ce que vous désirez, un apport de client.
Donc, analyser la possibilité de faire un partenariat, donc vérifier sa capacité à répondre à vos besoins, et cetera. Donc ça, vraiment, l'idée, est surtout aussi d'identifier les valeurs de l'entreprise. Pour qu'un partenariat fonctionne, il y a vraiment une histoire des besoins inversés, donc il faut vraiment que chacun, vous puissiez répondre aux besoins de l'autre. Mais il y a aussi quand même une question de personnes, de valeurs d'entreprise, des valeurs au niveau des dirigeants, au niveau des commerciaux ou de la personne qui sera en charge du partenariat. Ça, c'est capital. Si vous voulez mettre en place un partenariat qui sera efficace et qui va durer dans le temps, il faudra impérativement que vous soyez vraiment en phase avec votre partenaire. Si vous voyez que ce premier rendez-vous, il y a quelque chose qui, voilà, on le sent, c'est une question de ressenti. Si sur le papier, au niveau des critères, tout cadre, tout correspond, que la checklist, elle est vraiment au top, mais que derrière, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas en confiance avec ce professionnel-là, et même si vous n'arrivez pas forcément à l'expliquer, n'allez pas plus loin. Vraiment par expérience, ne perdez pas de temps avec un partenaire, même si sur le papier, il peut répondre à vos besoins. Ne perdez pas de temps avec un partenaire avec lequel vous ne vous sentez pas en confiance et qui ne correspond pas à vos valeurs. C'est que derrière, vous aurez des difficultés et c'est un partenariat, voilà, qui souvent, de toute façon, n'est pas vraiment efficace et qui ne durera pas. Donc, vous allez gaspiller du temps pour rien, par expérience. Mais bon, après, à vous de tester si toutefois vous voulez quand même le mettre en place. Alors, l'étape 7, j'espère que la cadence vous convient parce que j'essaie d'aller vite pour vous donner un maximum d'informations, mais voilà, j'espère que quand même, je ne vais pas trop, trop vite et qu'il n'y a pas une trop forte masse d'informations. Donc l'étape 7, proposer un partenariat gagnant-gagnant. Donc ça, on en a déjà maintenant une petite idée. Une fois que le premier rendez-vous est effectué, où vous avez vraiment une bonne idée du fonctionnement de votre partenaire, là maintenant, il faut préparer son partenariat, préparer son approche. Avoir la certitude qu'il peut véritablement avoir un échange et que ce partenaire-là qui va vous envoyer des clients, qui ne se sentent pas lésés, qu'il ait la certitude que ce que vous lui apportez en échange, ça va vraiment combler ses besoins et que ça va lui aussi lui permettre de pouvoir vraiment avoir plus de clients, soit les fidéliser, soit gagner en performance par rapport à ses propres compétences et à son équipe. Donc voilà, il faut vraiment se mettre à la place du partenaire potentiel et se dire pourquoi je m'associerai avec vous. Et il faut que la réponse soit très claire. Il faut vraiment que vous n'ayez pas de doute sur ce que vous pouvez apporter au client. Et ça, il n'y a pas de solution miracle. Vous n'aurez pas de doute sur ce que vous allez pouvoir apporter au client et vous n'aurez pas de doute sur l'intérêt qu'il va avoir lui à faire un partenariat avec vous, si vous avez fait une bonne découverte. Si vous avez fait une bonne découverte, vous allez pouvoir répondre facilement à cette question-là. Si à la sortie de votre rendez-vous, qu'on vient de voir précédemment, vous n'avez pas la réponse à cette question-là, c'est que vous n'avez pas fait suffisamment une bonne découverte. C'est que vous n'êtes pas allé assez loin dans la découverte de ce professionnel-là pour comprendre de quoi il avait besoin. Quitte à lui demander tout simplement, hein, je vous dis, vous préparez des questions sur la découverte sur l'étape d'avant, bien, la question peut être justement de quoi avez-vous besoin, sur quels critères vous allez pouvoir vous baser pour vous dire que ce partenariat qu'on met en place, il sera bénéfique pour vous. C'est tout simplement une question parce que le partenaire, lui, sait de quoi il a besoin. Donc, une fois que vous avez la certitude que ce que vous allez pouvoir proposer va convenir au partenaire, ben là, tout simplement, maintenant, il va falloir cadrer le partenariat. Il va falloir justement reprendre un rendez-vous, cadrer le partenariat, faire le point sur ce que justement vous allez pouvoir vous apporter mutuellement et évaluer quelques points qui sont importants, puisqu'une fois qu'on s'est mis d'accord, que chacun sait que le partenariat qui va être mis en place sera bénéfique pour lui, peu importe ce qu'on échange, hein, client, visibilité, compétences, formation. Une fois que tout ça c'est bien calé, ce qu'il va falloir faire, c'est que établir la stratégie pour que la mise en place du partenariat soit fluide et qu'il n'y ait pas de frein en fait à la mise en place du partenariat, que tout soit clair, que toutes les étapes soient bien listées. Donc déjà, la première, c'est un premier client test, dans quel délai? Puisque une fois qu'on s'est mis d'accord, que le partenaire, on commence à le connaître, on a créé un petit lien, on sait qu'on va pouvoir s'apporter, l'objectif, c'est se dire, OK, ben, tout ça, c'est super, mais on va déjà faire un test.
parce qu'il faut quand même tester la relation sur un premier client, voir si tout se passe bien, si on a des points à améliorer. Et donc là, l'objectif, c'est une fois que le partenariat est cadré, ben, il faut susciter l'envie. Il faut mettre un objectif pour que le partenaire, lui, se dise, bon, ben, OK, je sais que l'objectif, c'est que j'apporte un premier client à mon partenaire dès que l'occasion se présente, et dans quel délai. Si vous voulez le fait mettre un délai, c'est comme dans toute action commerciale, ça va forcer votre interlocuteur à se programmer dans sa routine, dans sa façon de fonctionner, pour penser à proposer à son client vos services, si le client en a besoin, bien évidemment. Parce qu'on a tous des routines de fonctionnement et dès le moment, où on a un objectif qui est clairement défini, ça va nous forcer à bousculer notre routine. S'il n'y a pas d'objectif clairement défini, ça peut durer longtemps comme ça, et le partenaire, il va continuer à fonctionner avec ses habitudes et il va pas forcément vous envoyer les clients. C'est pas qu'il n'en aura pas envie, c'est que tout simplement, il va zapper, il va pas y penser, donc l'objectif sert à ça, surtout au début. Quelles ressources en interne seront utilisées pour la mise en place du partenariat? Donc, en fonction des partenaires, si c'est un partenaire solo qui n'a pas d'équipe, c'est relativement simple. Maintenant, si c'est un partenaire qui a une équipe, une structure plus importante, il va falloir voir, identifier s'il y a une personne dédiée au partenariat ou plusieurs personnes dédiées, des commerciaux. Il va falloir identifier quels supports seront transmis en interne, en externe. Donc, s'il y a des équipes, imaginons, vous faites un partenariat avec un professionnel qui a une équipe. Et les personnes qui vont du coup vous détecter les clients et vous apporter les clients potentiels, ce sont des commerciaux. Il va bien falloir en interne organiser quelque chose, ou en tout cas au minimum un support pour que ces commerciaux soient au courant du partenariat que vous passez avec la direction, puisse avoir suffisamment d'informations pour bien cerner la typologie de clients que vous recherchez, bon, pour ne pas vous noyer avec des clients qui ne seraient pas qualifiés, et puisse aussi fournir un support en externe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va donner au client pour que le client puisse avoir vos coordonnées. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va vous donner les coordonnées des clients? Est-ce qu'il va donner plutôt vos coordonnées aux clients? Voilà, comment on met en place sur du concret? Ça pourra être aussi proposé à votre partenaire, tout simplement, de venir dans sa structure et puis de faire une petite intervention sur 1 heure ou 2 sur le partenariat, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de clients, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aussi aux commerciaux en échange, etc. Comment les prospects seront transmis? Donc ça, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, ça c'est important. Alors privilégiez par contre une chose, évitez de dire à votre partenaire, si vous avez un client qui est intéressé, donnez-lui mes coordonnées. Ça paraît évident, mais si le partenaire a un client intéressé potentiellement par vos services, il faut impérativement qu'il vous donne à vous les coordonnées du client et pas l'inverse, parce qu'un client, il a vos coordonnées, vous n'êtes pas sûr que vous allez le rappeler, qu'il va vous rappeler. À l'inverse, si vous avez les coordonnées du client, on est à la certitude que vous allez le rappeler. Donc, surtout évitez, proposez à votre partenaire toujours de vous envoyer les coordonnées des clients. Et c'est pour ça qu'on le verra plus tard, la partie officielle juridique, hein, sur le contrat et le RGPD, c'est important parce que justement, vous allez récupérer des coordonnées de clients et donc il faudra que tout soit bien cadré sur l'aspect juridique. Quel process pour la vérification du suivi? Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que le partenaire vous envoie un client. De quelle manière le partenaire va savoir que vous avez bien rappelé le client et de quelle manière le partenaire va savoir que vous avez établi la relation et que ça se passe bien? Ça, c'est à vous de bien l'identifier parce qu'un partenaire qui vous apporte des clients, sa préoccupation quand même, tant que la relation de confiance n'est pas bien installée, sa préoccupation, ça va être de se dire, mais comment est-ce que mes clients seront bien accompagnés? Est-ce que mes clients seront bien rappelés? Est-ce que je ne vais pas me décrédibiliser par rapport à cette mise en relation-là? Donc, il faut rassurer votre partenaire, surtout au début. Donc, il faut bien identifier quel process pour la vérification du suivi. Donc, ça peut être mettre en place un petit Google Drive où vous allez sur tout simplement un fichier Excel, lui indiquer la date où vous avez contacté son client, un petit commentaire pour lui indiquer que ça s'est bien passé. Donc, soit sur un Google Drive, soit par mail tout simplement, soit le partenaire vous donne accès à son CRM. Bon, mais là, après, c'est l'idéal, mais il faut qu'il y ait la confiance pour que vous puissiez aller mettre un petit commentaire dans le CRM.
Il y a plusieurs possibilités. Mais il faut vraiment le mettre en place parce que c'est important pour que le partenariat soit durable. Et la fréquence pour faire le point sur votre partenariat. Parce que l'idée, le partenariat, pour qu'il fonctionne bien, pour que ça tourne bien, il faut qu'il y ait des points assez fréquents pour justement s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas une information manquante au niveau du partenariat, que les clients sont satisfaits, qu'ils ont eu de bons retours derrière sur votre efficacité, votre activité. Donc, il faut faire des points souvent, mais pas trop souvent. Il ne faut pas étouffer le partenaire et puis il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps aux uns et aux autres. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'il va falloir vous assurer de mettre en place des fréquences sur les points à faire avec votre partenaire, peut-être au départ assez régulièrement, voilà, 2 fois par mois, voilà, le 1er mois 2 fois, peut-être après 1 fois par mois sur les 3 premiers mois, et puis après les espacer un petit peu plus, ça peut être 1 fois par trimestre. Et quand ça tourne bien, 2 fois par an, voilà. C'est à vous vraiment de voir ce qui peut être fait. Hop. Une fois que ça, c'est cadré, que la stratégie, le plan du partenariat est bien clair avec votre partenaire, que tout a bien été identifié sur la manière dont ça va se dérouler, il faut officialiser le partenariat. Et donc là, il va falloir élaborer une convention ou un contrat de partenariat avec une annexe RGPD. Donc, dans ce contrat, il faut prévoir en fait une stratégie de sortie, hein, puisque l'idée, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais si ça ne fonctionne pas bien d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment pouvoir sortir de ce contrat facilement et prévoir de quelle manière on va pouvoir y sortir. Il peut y avoir après des reprises de stock, des reprises de matériel, etc. Il peut y avoir aussi la méthode d'arrêt de partenariat, donc par un simple courrier recommandé ou autre. Voilà, donc il y a vraiment une importance dans cette convention. Quelle est la contrepartie aussi dans la convention qu'il faut cadrer? De quelle manière? Enfin, plus la convention est précise, au mieux c'est pour que le partenariat derrière se déroule bien et qu'il n'y ait pas de non-dit derrière ou qu'il n'y ait pas de couac au niveau de l'organisation. L'annexe RGPD, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'être couvert en tant que responsable du traitement et que sous-traitant du traitement des données, donc les fameuses DCP. Ça, c'est important parce que vous allez vous transmettre des informations et en cas de contrôle, il va vraiment falloir pouvoir montrer cette annexe RGPD sur la sous-traitance des DCP. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à répondre au mail sur le replay qu'on vous enverra après le webinaire, qui vous permettra en fait tout simplement de me demander un modèle. Voilà, je pourrais vous donner un modèle de convention pour ceux qui les souhaitent et un modèle aussi d'annexe RGPD pour la sous-traitance des DCP. L'étape 10, prévoir une communication commune, parce que là, c'est la partie qui va être sympa. Une fois que le partenariat il est bouclé, que la convention est signée, et même voilà, peut-être attendre un tout petit peu que vous ayez au moins fait la phase du premier client test pour vérifier vraiment que tout fonctionne bien, mais là, vous allez pouvoir communiquer, c'est le but, hein, il faut en profiter pour communiquer, pour pouvoir récupérer des audiences de votre partenaire et pour votre partenaire inversement. Donc, pas à faire une petite photo, une petite vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux quand vous êtes en train de signer la convention ou si vous avez prévu un déjeuner, c'est un peu compliqué avec la situation actuelle, mais voilà, que vous êtes dans leurs locaux, il ne faut pas hésiter. Au plus vous prenez de photos, de vidéos sur ce moment-là, au mieux c'est parce que ça vous permettra d'avoir des supports à diffuser. Vous pouvez aussi, bien évidemment, échanger vos logos sur les sites. Hein, ça, c'est faire une petite présentation aussi de vos partenaires. Un article de blog. Enfin, après, voilà, c'est varié. La liste est longue, en fait. À vous de voir en faisant un petit atelier d'intelligence collective avec votre partenaire et ses équipes et vos équipes éventuellement sur ce que vous pourriez mettre en place de sympa pour ce que vous pourriez mettre en place. Alors, bonjour, j'accueille un nouvel arrivant. Ce que vous pourriez mettre en place de sympa pour communiquer sur ces partenariats-là. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de créativité. Alors, hop. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Donc, je continue. On est bien avancé dans le webinaire, mais il y aura accès à un replay. Donc, voilà, c'est pas un souci. D'accord. Alors, moi, je me présente peut-être, non?
Ah ben, alors là, peut-être, oui, un petit mot après, mais là, on est vraiment lancé dans le webinaire. Donc oui, ce sera avec plaisir. Peut-être un petit mot plus à D'accord. Je suis Philippe Belgrand et je dirige la radio libre-antenne.fr. Très bien. Bienvenue. Bienvenue, Philippe. Merci. Alors, l'étape 11, ça va être entretenir le partenariat. Donc, l'entretenir, ça veut dire qu'une fois que tout est mis en place, une fois que le partenariat est cadré, qu'on a mis en place les points à faire régulièrement avec son partenaire, l'objectif, c'est quand même qu'il va falloir continuer à créer du lien. Donc, soit à travers les échanges que vous allez pouvoir faire avec vos partenaires régulièrement, mais il ne faut pas hésiter si vous pouvez, un jour, les restos vont réouvrir. Donc, voilà, on va parler quand même d'invitation au resto parce que ça, c'est ce qui fonctionne quand même bien. Invitez votre partenaire au restaurant pour créer du lien. L'idée d'entretenir le partenariat, là, on est plus sur quelque chose qui va vous permettre de créer du lien avec votre partenaire, de pouvoir vraiment avancer dans une relation de confiance qui va vraiment permettre au partenaire de toujours avoir envie d'aller plus loin dans ce qu'il va pouvoir vous transmettre, qui va avoir envie et qui va vraiment vous donner avec plaisir les clients. Et puis, ça va lui permettre aussi d'être plus efficace. Au plus il va vous connaître, au plus il sera efficace dans la manière dont il va pouvoir vous vendre auprès de ses clients aussi. Donc, vraiment entretenir le partenariat, pas hésiter, des petites attentions. Déjà officialiser le partenariat, pourquoi pas avec une petite coupe de champagne, ce serait plus sympa pour les photos à diffuser sur les réseaux. Le féliciter si vous voyez qu'il a recruté quelqu'un, faire une petite veille sur les réseaux, un petit message sympa s'il a reçu une récompense. Voilà, pas oublier les fêtes de fin d'année, un petit cadeau, du chocolat, des petites attentions, ça fait toujours plaisir. Et c'est vraiment, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la clé d'un partenariat efficace qui va vous permettre vraiment d'entretenir le lien avec votre partenaire et durable. Durable parce que vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir envie de mettre un partenariat en place avec ce professionnel-là, surtout si ça fonctionne. Donc, il va falloir la garder, votre place. Voilà. Et donc, il va falloir le chouchouter, ce partenaire. Et ça, c'est important. Donc, entretenir la flamme. Étape 12, faire le bilan annuel. Donc, le bilan annuel, il est un petit peu différent des bilans qu'on fait régulièrement pendant l'année. En général, le bilan annuel, on fait vraiment le point sur tout ce qui s'est passé sur l'année. On fait le point sur le nombre de prospects que le partenaire vous a apporté. En échange, on fait le point aussi sur tout ce que vous avez pu apporter au partenaire. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce qu'il a besoin de plus? Comment il se sent? Vraiment le sonder. Là, vraiment, c'est le moment où vous allez tout vous dire, où vous allez pouvoir échanger avec votre partenaire sur qu'est-ce qu'on a fait de bien cette année sur ce partenariat-là, quels sont les points qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on met en place l'année prochaine. C'est aussi le moyen justement de se renouveler sur le mode de fonctionnement du partenariat pour toujours que ça se passe toujours aussi bien ou mieux et aller encore plus loin, pourquoi pas. Donc le bilan annuel, il est important, il est à programmer à l'époque que vous souhaitez en fonction de la date où vous avez mis en place le partenariat. Et puis, ça doit durer un moment. Voilà, le bilan annuel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une demi-heure au téléphone. En général, c'est un rendez-vous physique si vous êtes à proximité ou en visio, tant pis si vous êtes loin. Et si vraiment c'est un partenaire important pour vous, qui vous a apporté un bel apport de clients, il faut vraiment privilégier, le contact, c'est-à-dire pas hésiter à faire quelques kilomètres et bloquer une journée si c'est un partenaire qui vous apporte peut-être 30% de votre chiffre d'affaires. La question ne se pose pas. Bien sûr qu'il faut le faire. Si c'est un partenaire vraiment efficace qui vous apporte du chiffre, même je dis 30%, mais dès le moment où c'est 10% de votre chiffre d'affaires, voire 5 en fonction du chiffre que vous faites, il ne faut pas hésiter à bloquer ce moment-là. C'est de toute façon du temps que vous allez passer, mais que vous allez récupérer, vous allez avoir le retour sur investissement parce que le partenariat continuera d'être efficace. Ça, c'est important. Alors, en parlant d'efficacité, je ne le suis pas du tout parce que j'ai mon ordi qui va s'éteindre. Donc, je suis désolée, je vais devoir aller chercher ma recharge. Je vous reprends dans 5 secondes. Et voilà. Donc, faire le bilan annuel, très important, entretenir la flamme,
très important aussi. Donc là, je vous ai mis des petits points voilà, sur la mise au point annuelle que vous allez pouvoir évoquer, mais c'est ce que je vous ai expliqué. Décider si oui ou non le partenariat mérite d'être reconduit. Alors là, je vous ai évoqué le moment où ça se passe bien, parce que j'espère bien que vous, en suivant toutes ces étapes et avec votre savoir-faire, vous allez mettre en place des partenariats qui seront efficaces et qui vont très très bien se passer. Mais c'est aussi le moment, si ça ne se passe pas bien, d'y mettre un terme, tout simplement, en disant, écoutez, on constate de part et d'autre que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est important quand même de se le dire, d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce sera des points importants que vous allez pouvoir justement revoir après, que ce soit de votre côté comme du côté du partenaire. Si ça ne se passe pas bien, il faut avoir la franchise de se le dire. Et c'est vraiment quelque chose vraiment à préciser, même en amont, dès le moment où vous allez mettre en place le partenariat, avoir une communication dans l'honnêteté et en transparence avec vos partenaires. C'est quelque chose que vous devez si vous voulez que ça se passe bien. Et donc, y mettre fin, malheureusement, c'est l'occasion du bilan annuel aussi. Si ce n'est pas efficace, autant l'arrêter parce que ça va quand même vous prendre du temps, ce partenariat, dans les échanges, dans plein de choses. Si vous vous rendez compte aussi que le partenaire n'a pas l'image que vous souhaitez donner aussi à vos clients, c'est-à-dire que si vous êtes en apport aussi de clients vers le partenaire et que vous voyez que le partenaire n'est pas tout à fait fiable ou n'est pas suffisamment professionnel à votre goût, il vaut mieux l'arrêter. Il vaut vraiment mieux l'arrêter. C'est pour ça que le contrat est important et qu'il faut vraiment insérer cette clause de sortie facile à mettre en place. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire vraiment, de vous faire un condensé et de vous faire tenir ces 12 étapes sur un webinaire qui ne serait pas trop trop long parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'au bout d'un moment, notre intention sur un écran et sur un PowerPoint n'est pas au top voilà, si ça dure trop longtemps. Donc j'espère que toutes ces informations vont vraiment vous permettre de pouvoir mettre en place une stratégie intéressante sur la mise en place des partenariats. Moi, je crois vraiment à 100% que les partenariats sont une des stratégies les plus efficaces pour vous aider à développer votre activité, surtout si vous êtes une petite entreprise. Donc ça, moi, j'y crois dur comme fer et je vais finir avec un petit exemple. À l'époque où j'avais la direction d'un réseau de franchise, mon métier, donc, c'était vraiment très vaste. Et quand on a la direction d'un réseau de franchise, on s'occupe de manager l'équipe en interne, d'animer les cabinets pour qu'ils fonctionnent bien, on s'occupe de mettre en place les partenariats, on s'occupe de la communication, enfin, on touche à tout. Et c'est ce qui est intéressant. Et quand on avait des cabinets, donc c'était un réseau de diagnostiqueurs immobiliers, donc on accueillait des diagnostiqueurs en formation qui n'y connaissaient rien au diag, ni à la partie d'ailleurs commerciale, partenariat, donc on les formait à tous les niveaux. Et on voyait deux cas de figure. On a sur le marché des diagnostiqueurs qui font pas partie d'une franchise. Donc ils se forment, ils arrivent sur le marché, et donc leur stratégie, ce sera quoi? Ça va être d'avoir un site internet, d'essayer de faire un petit peu d'AdWords, de se mettre sur des listes des annuaires professionnels pour pouvoir avoir des clients particuliers, que ça va leur coûter une fortune, parce qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un client particulier qui va les contacter, ils vont devoir payer l'annuaire professionnel pour avoir eu ce contact. Et donc, ils vont faire des chiffres qui vont vivoter 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois. Le problème, c'est qu'ils vont faire ce chiffre d'affaires-là, mais avec l'argent qu'ils auront investi sur le web, sur l'AdWords, sur les professionnels qu'il va falloir payer, parce qu'ils ne sont pas experts de ces domaines-là, les diagnostiqueurs, donc il va falloir payer des professionnels pour le faire. Avec cet argent qu'ils vont avoir dépensé, il ne va pas leur rester grand-chose à la fin. Avec la mise en place des partenariats qui était vraiment la stratégie qu'on apprenait à nos diagnostiqueurs, avec cette stratégie-là, les diagnostiqueurs arrivaient à 10 000 euros par mois en termes de chiffre d'affaires au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, vraiment, si la stratégie était bien appliquée, s'ils suivaient nos conseils, s'ils suivaient les étapes, celles dont je vous ai parlé, vraiment au niveau de la stratégie, de la mise en place de partenariats. Donc au départ, ils passaient tout leur temps. Ils arrivaient sur le marché, toute leur journée était occupée à ça, démarcher des partenaires, et ça finissait par payer parce qu'au bout de 6 mois, 1 an maximum, ils arrivaient à 10 000 euros par mois. Et ça, c'était tous les mois. Donc, c'était vraiment quelque chose de durable et les partenaires, ils les conservaient longtemps. Et nous, une partie de notre travail au niveau du siège, sur quoi on les accompagnait, c'était, j'admets, bonjour Coraline. Alors Coraline, je suis désolée, on est vraiment sur la fin, mais vous aurez accès au replay. En tout cas, bienvenue quand même.
Et donc, pour finir simplement l'exemple de ces diagnostiqueurs-là, nous, le cœur de notre activité aussi résidait dans comment on va les aider, ces diagnostiqueurs, à faire la différence, à donner envie à leurs partenaires de leur faire confiance, de travailler avec eux, et comment on va aider nos diagnostiqueurs à entretenir la flamme. Et donc, nous, vraiment, on passait beaucoup, beaucoup de temps à leur proposer des petits cadeaux qu'ils allaient pouvoir faire à leurs partenaires, des jeux concours, des opérations visant à la communication sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça fait vraiment la différence. C'est ce qui permettait à nos diagnostiqueurs de trouver plus facilement des partenariats avec des agences immobilières que les autres. Et c'est ce qui leur permettait d'avoir vraiment un chiffre conséquent et d'avoir une activité pérenne. Voilà, donc pour le petit exemple et pour boucler ce webinaire-là, je vous dirais bon courage à tous pour la mise en place de vos partenariats. N'hésitez pas à m'appeler ou à me répondre par mail si vous avez déjà des questions sur ce webinaire et si vous avez besoin du petit exemple sur la convention de partenariat et sur l'annexe de sous-traitance RGPD, vous n'hésitez pas aussi à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à votre demande. Voilà. Et pour ceux qui se veulent en savoir plus sur le réseau, n'hésitez pas à aller donc sur le www.réseauevaleo.com. Vous pourrez du coup avoir des informations sur notre réseau et ce qu'on propose aux chefs d'entreprise, et aussi des informations sur le projet humanitaire que l'on soutient, donc le projet Camiri, sur lequel aujourd'hui d'ailleurs on a une collecte de fonds qui est en ligne. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une bonne action et nous aider à soutenir ce projet-là, à faire un don sur la collecte que vous trouverez sur notre site web. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne journée et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.